appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait Moi, d'accord. c'est André de Moujimaï au Qatar oriental. Je refuse totalement ce que Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Paroles aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen sur Radio Okapi. 4 mois après la signature de l'accord de paix le 27 juin 2025 à Washington entre le Rwanda et la RDC sous l'égide des États-Unis, les progrès réalisés dans la mise en œuvre demeurent fragiles et inégaux selon le nouveau rapport du baromètre des accords de paix en Afrique. Toujours selon ce rapport, il y a eu certes dans la période septembre-octobre 2025 des avancées significatives mais alors très limitées. Il s'agit notamment de la fixation entre la RDC et le Rwanda de la date du 1er octobre pour le lancement des opérations conjointes de neutralisation des FDLR et du retrait des forces de défense rwandaises. La signature d'une entente entre le gouvernement de la RDC et l'AFC M23 sur la mise en place d'un mécanisme conjoint de vérification du cessez-le-feu dans le cadre du processus de Doha et le fonctionnement régulier des comités de surveillance et de suivi. Cependant, sur le terrain, les opérations conjointes de neutralisation des FDLR et le retrait des forces de défense rwandaises accusent du retard. D'autre part, le processus de Doha sur les mécanismes de surveillance et vérification de cessez-le-feu peine à se matérialiser car le combat se poursuit dans certaines zones à l'est de la RDC. Entre-temps, selon Jeune Afrique, malgré l'absence de progrès significatifs dans les négociations menées à Washington et à Doha, Washington ne renonce pas et mise sur une nouvelle date le 30 novembre 2025 pour une rencontre entre le président congolais et rwandais. Au regard de certains blocages liés à la mise en œuvre de l'accord de paix de Washington et du processus de Doha, deux voix s'élèvent à l'interne tout comme à l'extérieur de la RDC réclamant un dialogue national inclusif pour une sortie de crise à l'est de la RDC. Pour sa part, le chef de l'État congolais rejette toute idée d'un dialogue incluant les représentants liés à l'agression dont la RDC est victime. Que pensez-vous de l'état d'exécution de l'accord de Washington et du processus de Doha pour une sortie de crise en RDC? Vos réactions sont les bienvenues sur la page Facebook Parole aux auditeurs. Vous pouvez aussi écrire à l'adresse pa@radiocapi.net ou réagir dans le groupe WhatsApp de Parole aux auditeurs ou encore intervenir en direct en composant les 09 71 80 79. Debs Vita est à la mise en œuvre de ce magazine. Julie Feza Bongonda sur la réalisation et la coordination. Jonathan Chimanga est là pour l'équipe multimédia micro, c'est Marcel Gomombala. Tout à tous et sans condition d'écoute de ce nouveau numéro des Paroles aux auditeurs. Allô? 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 C'est parce que Radio Okapi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour. En tout cas, j'étais très ravi par rapport à ça. Je suis vraiment ravi par la pertinence des interviews. Habitants de toutes les provinces, Parole aux auditeurs est votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Chacun doit avoir la conscience qu'il n'a pas bien travaillé. Les intouchables, dans ce pays, n'existe pas. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h. Merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. Merci d'avoir été nombreux à réagir sur la page Facebook Parole aux auditeurs. Par rapport à ce sujet, on va parler de l'état d'exécution de l'accord de Washington du processus de Doha. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir dans ce studio Patrick Mouyaya Katembwe. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour Marcel, bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi. Merci d'être là. Vous êtes le ministre de la Communication et des médias et porte-parole du gouvernement. On va échanger avec les auditeurs par rapport à cette question cruciale liée au retour d'une paix durable en RDC. Il y a eu l'accord de paix de Washington entre le Rwanda et la RDC qui a vraiment suscité un grand espoir au sein de la population, surtout que c'était sous l'égide des États-Unis. Mais 4 mois après, on a comme l'impression qu'il y a des blocages liés à la mise en œuvre de cet accord. Qu'est-ce qu'on peut dire d'abord de l'accord de Washington à ce jour? Écoutez, merci de l'intérêt. Je ne pense pas qu'il y a des blocages particuliers. Parce que nous sommes dans un processus qui est complexe au départ. N'oublions pas que la volonté principale du président de la République, c'est de mettre un terme de manière définitive à cette guerre récurrente depuis plus de 30 ans qui dure 3 décennies. Et donc ce n'est pas une guerre qui dure 3 décennies avec des motifs qui sont ceux-là.
ne peut pas s'éterminer comme en un battement de doigts juste parce qu'on a signé un accord. Ceci dit, il faut regarder les contextes dans lesquels cet accord a été signé. J'espère que le compatriote qui nous suivent et vous-même, vous avez eu le temps de lire cet accord parce que la particularité de l'accord de Washington, c'est que c'est un accord qui est venu spécifiquement régler les vraies raisons du conflit. Ça veut dire il y a deux pendants dans le conflit, il y a un problème sécuritaire, il y a surtout un problème économique parce que c'est finalement l'économie qui est la base de la guerre. Et lorsque nous sommes partis à Washington, discuter de tous ces éléments, il y a eu d'une part la République démocratique du Congo, évidemment le Rwanda. Et dans l'accord de Washington, il y a des principes qui ont été rappelés. Le premier principe qui a été rappelé dans cet accord, c'est le respect de l'intégrité territoriale de la RDC. Parce que pour nous, c'est un élément non négociable. Ensuite, il y a évidemment d'autres aspects qui parlent du désengagement, du désarmement, d'intégration et toutes les questions liées à ça. Donc, le Washington a la vocation de régler d'abord le conflit, le problème au plan sécuritaire qui se résume pour le Rwanda par des opérations à notre niveau pour la neutralisation de la menace des FDLR et pour le Rwanda, le retrait de ces mesures dites de défense qui en réalité, ce sont ces militaires, ces matériels de spoofing et tout ce qu'il y a comme technologie ou éléments déployés en RDC. Ce n'est qu'après avoir fini cet aspect qu'on peut aller sur les aspects économiques. Bon, qu'est-ce qui a été fait depuis ce temps? Depuis ce temps, je pense qu'il y a eu trois réunions du mécanisme conjoint. Je suis dans l'accord, je souhaiterais que vous puissiez les lire avec moi. Au chapitre 3 de l'accord, il est prévu un mécanisme conjoint de coordination de la sécurité. Les mécanismes conjoints de coordination de la sécurité, c'est le mécanisme qui a été mis en place avec pour objectif de mettre en exécution le CONOPS. Le CONOPS, comme vous le savez, c'est les documents qui tracent plus ou moins les lignes d'engagement qui doivent être suivis pour permettre de traiter les questions sécuritaires, c'est-à-dire d'une part traiter la question des FDLR et d'autre part la question du retrait. À ces jours, plusieurs réunions ont été tenues à Addis Abeba la première, puis à Washington le 17-18 septembre, puis récemment le 22-23 octobre. C'est à la réunion du 22 septembre qui a eu les premières discussions techniques sur comment on élaborait l'ordre opérationnel. L'ordre opérationnel qui a été approuvé. Nous sommes toujours dans l'accord au chapitre 7. On parle de comité de surveillance conjointe. Les comités de surveillance conjoints comprennent les États-Unis, les Qatar et l'Union africaine. C'est comme un comité de supervision de ce qui est convenu. Et donc, lorsqu'on a élaboré l'ordre opérationnel, il faut maintenant que cet ordre opérationnel puisse produire les effets. 6 octobre, notre armée, a fait un communiqué destiné aux FDLR. Parce que d'après le CONOPS, qui est en annexe de l'accord que j'ai bien voulu vous donner, il y a la phase de sensibilisation qui est prévue avant de passer aux phases opérationnelles. Et maintenant, au moment où nous parlons, il y a des équipes de forces armées qui sont sur le terrain, dans des territoires bien ciblés, où il y a quelques éléments de ces forces pour qu'ils soient sensibilisés. Ça, c'est de premier point de vue. D'autres points de vue, après la partie sécuritaire, il y avait le volet économique. Oui. Le 30 août, beaucoup de gens n'ont pas fait attention. Le 30 août, il y a eu signature de l'accord de principe portant création du cadre d'intégration économique régionale. Cadre d'intégration économique régionale, je suis toujours dans l'accord. Chapitre 6, cadre d'intégration économique régionale. Ça veut dire qu'on va mettre en place un cadre qui nous permette de traiter les questions économiques. Et avec le Rwanda, on en a beaucoup. Parce que n'oubliez pas que nous sommes des pays frontaliers. N'oubliez pas que nous avons le lac en partage. N'oublions pas qu'il y a des questions intrafrontalières qu'il faut traiter. Mais la question sur ces cadres d'intégration économique régionale a été bien étudiée, mais malheureusement, on n'a pas encore signé. Pourquoi on n'a pas signé l'accord? Parce que les questions sécuritaires qui sont pour nous prioritaires n'ont pas encore trouvé des réponses.
Et c'est en cela que les travaux continuent au niveau de la médiation américaine pour que le Rwanda fasse sa part. Parce que nous n'avancerons pas sur le cadre d'intégration économique régionale tant qu'on n'a pas épuisé les questions sécuritaires. Je rappelle ici que pour nous, c'est les retraits de toutes les troupes rwandaises et de ces différents matériels déployés sur notre territoire. Justement, Monsieur le ministre, c'est justement là où les bas blessent. D'abord, vous avez parlé du comité conjoint des surveillants de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Rappelez-vous, les 2 octobre dernier, les représentants du Rwanda, de la RDC, ainsi que des États-Unis, du Qatar, du Togo, la Commission de l'Union africaine ont tenu à Washington justement la 3e réunion et le comité a reconnu qu'il y a des obstacles persistants, notamment pour la mise en œuvre de la neutralisation des groupes armés des FDLR et des factions associées, mais aussi la question du désengagement des forces de la LVC. Apparemment, c'est là où il se pose un problème. Justement, c'est parce que nous connaissons le Rwanda. Oui. Nous connaissons même la question des FDLR dans l'absolu. C'est un prétexte, mais qu'on a choisi d'évider. Exactement comme on a vidé les prétextes sur la question de réfugiés, exactement comme on a vidé la question sur le prétexte du discours de la haine, parce qu'officiellement, c'est les raisons de la guerre. Et c'est pourquoi il y a eu cette réunion du 2 octobre qui a entériné l'ordre opérationnel qui avait été préparé par les militaires. C'est pour ça que notre armée, très rapidement, quelques jours après la signature, tout au moins après cette réunion du comité conjoint de surveillance, a lancé ses communiqués. Au moment où je vous parle, il y a des militaires qui sont sur terrain pour faire cette phase de sensibilisation, parce que nous sommes dans les besoins rapides de recouvrer la paix, parce qu'il ne faut pas oublier qu'entre-temps, nos populations subissent un gouvernement par crime. Il ne faut pas oublier qu'entre-temps, il y a eu des massacres, notamment dans le Rutshuru, avec un ciblage ethnique. Référez-vous au rapport de Human Rights Watch ou encore les rapports du haut-commissaire aux Nations Unies aux droits de l'homme. Mais tous ces éléments, c'est des éléments qui nous préoccupent. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, il ne faut pas penser que si ces choses ne sont pas totalement épuisées, qu'il peut y avoir un round à Washington entre notre président et le président du Rwanda, parce que l'impératif premier pour nous n'est pas simplement de faire des accords ou d'apparaître sur des photos. L'impératif pour nous, c'est les retours d'une paix que nous voulons définitive et durable. C'est ce qui va nous permettre de procéder aux étapes suivantes. Alors, vous suivre, Monsieur le Ministre, l'espoir doit continuer à demeurer par rapport à cet Évidemment, accord. Nous faisons de progrès, oui. Même si ils sont lents par rapport à la ferveur suscitée après la signature du 27 juin, c'est compréhensible, mais comptez sur nous pour que nous puissions faire davantage de notre part pour que la paix puisse arriver très rapidement. Et vous savez que pour que la paix revienne dans ce pays, dans cette partie du pays, il faut que le Rwanda agisse. Ça c'est pour l'accord de paix de Washington entre la RDC et le Rwanda, mais il y a également le processus de Doha. Là apparemment également les choses ne semblent pas bien marcher. La question, c'est pas que les choses ne semblent pas bien marcher tel que vous le dites. La question, je rappelle encore que c'est un processus complexe. Bon, il faut pas oublier que à Doha, il y a évidemment le volet du fils, parce que le Rwanda, c'est le père, les M23 FC, c'est le fils, la brigade avancée. Donc, il faut voir dans quelle mesure traiter cette question pour que nous puissions vite régler les deux problèmes en même temps. Parce que qu'on ne vous trompe pas, le processus de Washington et de Doha sont complémentaires. Même si par malice et par manipulation, les Rwandais ont toujours voulu se distancer de leur créature préférée, mais le fait est que le M23 n'existerait pas si le Rwanda ne voulait pas qu'il existe. Et donc l'idée, et même là, au 19 juillet, nous avons signé un accord de principe. Dans l'accord de principe, on a beaucoup parlé de ce qu'on appelle mesures de conscience. Dans les mesures de conscience, il y avait évidemment un volet qui concernait la libération de prisonniers, et le processus sur la libération de prisonniers a été fixé autour du CICR et conformément aux lois congolaises. Ensuite, il y avait la question de la mise en place du mécanisme de cessez-le-feu. C'était un autre point qui a été vidé, même si son degré d'application sur le terrain n'a pas encore véritablement commencé, mais il y a à la fois
le mécanisme des cessez-les-feux qui a été fixé et la question sur la libération de prisonniers. Lorsqu'on a fixé ces deux questions qui étaient prioritaires, nos experts sont dans la discussion des fonds. Pour ce qui concerne l'accord, évidemment, dans des discussions de ce type, il y a toujours des prétentions élevées parce que le père rwandais a besoin toujours de gagner 1 jour, 2 jours de plus pour continuer les processus criminels qui commettent sur les zones occupées. Mais ceci ne nous empêche pas de continuer. Je pense que le président de la République qui suit assidûment les dossiers, notamment celui du processus de Doha, s'implique quotidiennement pour s'assurer que les discussions, en tout cas que nos lignes puissent être respectées. Et je pense que dans les jours qui viennent, nous pourrons avoir des nouvelles du côté du Qatar. Monsieur le ministre, avant d'ouvrir le standard, une question tout de même, parce qu'il y a au regard du fait que le processus traîne vraiment à se matérialiser comme il se doit sur le terrain par rapport au calendrier. On a parlé par exemple de la neutralisation des FDLR et de la levée de forces de défense rwandaises qui en principe devait commencer le 1er octobre, mais jusque-là ça prend du retard. Il y a ceux qui estiment qu'il faut absolument, on ne peut pas parler du processus sans revenir à ceux qui réclament qu'il faut absolument un dialogue inclusif. Vous avez suivi le président angolais qui est le président de l'Union africaine, de la Commission de l'Union africaine, qui est revenu également par rapport à cela, qu'il faut non seulement neutraliser les FDLR et aussi le retrait des forces défensives du Rwanda, mais aussi il faut un dialogue à l'interne. Inclusif. Il y a ceux qui estiment que on n'a pas besoin d'un dialogue, et notamment les chefs de l'État qui a rejeté toute idée d'un dialogue avec les représentants de ceux qui agressent la RDC. Écoutez, j'aimerais être bien clair sur ces sujets. Oui. Nous avons le processus de Washington qui continue. Nous avons le processus de Doha. Nous devons être méthodiques. Nous ne pourrons véritablement aller au dialogue que lorsqu'on aura épuisé les deux processus. Mais ceci dit, par rapport au dialogue, il existe déjà une feuille de route qui a été proposée par les confessions religieuses. Je ne voudrais pas revenir sur les discussions qu'il y avait. Le président va recevoir les prêtres ou pas, etc. Il y a eu plusieurs initiatives qui sont partis dans ce sens. Et d'ailleurs, il faut saluer l'esprit des transcendances de nos pères parce qu'ils se sont remis ensemble avec les autres confessions religieuses, notamment celle dirigée par l'évêque Ejiba, pour convenir d'une feuille de route. Et le moment venu, le président de la République, article 69, garant de la Constitution, du bon fonctionnement des institutions, c'est lui qui décidera du moment du début du dialogue, de l'exécution de cette feuille de route. Et donc, il faut qu'on termine Washington, qu'on termine Doha, ensuite, on va aller vers ce dialogue. Et je reviens sur ce que le président de la République a dit. Il faut que cela soit bien compris. Le président, comme toujours, a toujours été, permettez la tautologie, ouvert au dialogue. Un homme des dialogues, un homme des discussions. Mais ces dialogues, s'il doit avoir lieu, il doit avoir lieu pour régler des problèmes précis. Parce que il ne faut pas qu'on tombe dans un mélange. Parce qu'il y a eu, entre-temps, des frustrations accumulées, d'abord par ceux qui ont délibérément choisi de saboter les processus électoraux et qui veulent profiter de la crise sécuritaire que nous connaissons pour faire un retour sur la scène politique à travers le dialogue. Alors, à quoi ça sert d'aller au dialogue avec ceux qui ne sont pas en mesure de nommer l'ennemi? Le président de la République a été clair. Il y a des Congolais aujourd'hui qui réclament à tout prix la tenue de ces dialogues, mais qui ne sont pas en mesure, eux, de citer l'ennemi. Alors, Marcel, même dans nos traditions, on dit « les linges sales se lavent en famille ». Mais quand on veut laver les linges sales en famille, on commence par s'asseoir, poser les problèmes, appeler les chats par son nom. Comment pensez-vous venir dans un dialogue où on est censé régler des problèmes de fond sans que vous ne puissiez être en mesure de faire un diagnostic qui est partagé mondialement?
Lorsque nous, on parle de la présence de troupes rwandaises, vous ne pouvez pas nous croire, mais il y a des rapports des Nations Unies, il y a les rapports du gouvernement américain, du gouvernement français, mais seuls ces Congolais ne voient pas toutes ces choses. Ils le savent, mais délibérément, ils choisissent d'être complices de l'agresseur parce qu'on ne les dénonce pas. Mais alors pourquoi ces gens-là seront qualifiés? Pour un dialogue, on veut régler les problèmes des fonds entre les Congolais, mais où ils ne sont pas en mesure, eux, de reconnaître d'où vient le mal. Voilà, on retient que le processus de Doha, celui de Washington, en tout cas c'est long. Le ministre Patrick Muyaya, le processus se poursuit. Il n'y a pas à s'inquiéter par rapport à cela. On attend de voir comment tout cela va aboutir. Mais un petit commentaire rapidement. Selon Jeune Afrique, il y a, malgré le progrès insignifiant par rapport à ces processus, il y a la Washington qui ne baisse pas le bras, qui tient encore une fois, après la rencontre qui a raté, je pense, en ce mois d'octobre, faire encore en sorte que le président Kagame et Congolais puissent se retrouver à Washington. C'est une très bonne chose, vous pensez? Écoutez, l'objectif ultime, c'est le retour de la paix. Et je voudrais vous rappeler ici que le président de la République, dès son arrivée aux responsabilités en 2019, il a fait le choix de la paix. Il a été au Rwanda, il a été en Ouganda, il a été dans tous les 9 pays voisins. Je rappelle encore, parce que certains semblent oublier, que c'est Félix Antoine Tshisekedi qui a été au premier plan pour réconcilier les présidents rwandais et les présidents ougandais, août 2019. Il y a des documents, il y a des photos qui l'attestent. Donc, le choix de la paix est le premier choix que le président de la République a fait. Bien au-delà du scepticisme justifié de l'opinion publique, notamment lorsqu'il a décidé que nous devions adhérer à la communauté de l'Afrique de l'Est. Mais parce que le choix de la paix, c'est le choix du courage. Et aujourd'hui, le président de la République est évidemment bien disposé, mais il ne saurait s'associer à une telle initiative qui serait l'acte final que si nous avons de progrès dans ce qu'on a commencé. Ouais, ça c'est très important. Et c'est pour ça qu'on n'a pas signé l'accord qui crée le cadre d'intégration économique régionale. J'étais il y a presque 10 jours ou 2 semaines à Washington. J'ai assisté à une grande réunion des bailleurs convoqués par les départements du Trésor américain pour voir comment on peut mobiliser les fonds pour que le cadre d'intégration économique régionale, dès qu'il est mis en place, qu'ils aient des financements à disposition pour des projets. Mais rien de ceci ne pourra arriver si les Rwandais ne retirent pas leurs troupes et leur matériel de défense de notre territoire. C'est une ligne rouge. Voilà, Excellence, on revient à vous, le temps pour nous d'ouvrir, Monsieur le Ministre, on revient à vous, le temps pour nous d'ouvrir les standards. Il y a déjà Maître Patrick Odia qui nous appelle depuis le Lubumbashi, Christian KCC qui est à Kinshasa, Mos Bissimois qui est à Bukavu. Bienvenue si vous nous rejoignez sur la fréquence de la paix, c'est votre magazine d'échange citoyen, parole aux auditeurs. Et nous parlons aujourd'hui avec le ministre Patrick Muyaya de l'état d'avancement de l'accord de Washington, mais aussi du processus de Doha. Si vous voulez intervenir, composez le 9 756 80 79. Parole aux auditeurs. Maître Patrick Odia, vous nous appelez depuis Lubumbashi, vous avez la parole. Maître Patrick Odia, vous êtes en ligne depuis Lubumbashi. Apparemment, il y a quelques soucis avec la ligne de Maître Patrick Odia depuis Lubumbashi. Alors, on revient à Kinshasa pour écouter Christian KCC. Christian KCC, vous êtes là? Oui, je suis là, cher Marcel. Mes salutations à vous-même et à l'excellence Patrick Muyaya. Puisque l'excellence vient qu'on soit méthodique, nous devons rappeler d'abord à l'excellence ici qu'un accord est un contrat. Et dans un contrat, les obligations des parties contractantes sont bien définies et clairement. Et si vous regardez l'accord de Washington, vous vous rendrez compte que les obligations des parties sont exactement fixées clairement. Mais aujourd'hui, 4 mois après la signature de l'accord de Washington, on demeure dans une certaine laxisme. Pourquoi? Parce qu'il y a une faible mise en œuvre de cet accord. Pourquoi? Parce que la plus grande partie des actions, des mesures qui étaient censées être exécutées dans les 90 jours de l'entrée de la signature de cet accord-là ne sont pas exécutés. Et c'est là nous questionnons si la bonne foi des deux parties en question.
Et la bonne foi ici doit résulter du comportement du contracteur à vouloir exécuter cet accord-là. Et il faut le rappeler, cher Marcel, ici que jusque-là, au regard du droit international, au regard du droit interne, cet accord-là de Washington n'est pas opposable à l'État congolais. Il n'y a aucun engagement de l'État congolais à exécuter cet accord-là. Pourquoi? Parce que lorsqu'on se retrouve dans un accord dit solennel, c'est la ratification, en fait, qui est l'engagement ou la bonne foi d'exécuter un accord. Mais jusque-là, cet accord n'a pas été ratifié par le Parlement congolais. Vous verrez que le Parlement rwandais l'a ratifié, mais jusque-là, le Parlement congolais ne l'a pas ratifié. Ici, j'ai fait allusion à l'article 214 de la Constitution. Vous avez vu beaucoup de mentions qui sont carrément obscures. Qui peut aujourd'hui nous parler du fameux concept de faire progresser la mise en œuvre de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies? Aujourd'hui, qui peut nous dire quel est l'état de progression de cette résolution 2773 des Nations Unies? Personne. Parce que voilà, merci. Aujourd'hui joué par l'accord de Washington. Je suis en train de citer. Oui. Par l'accord de Washington et de Doha. Mais aussi pour citer, il faut rappeler à l'excellence Patrick Mouyaya qu'ils sont en train de naviguer à contre-courant. À contre-courant, pourquoi? On fait la paix avec les ennemis. Et si aujourd'hui ils considèrent le cas de l'ancien président Joseph Kabila comme état ennemi, pourquoi ne pas clairement lui tendre la main comme la Congo a voulu par un dialogue inclusif et global? Merci beaucoup, Christian Kassissé depuis Kinshasa. Amos Bissimois, vous êtes à Bukavu. Vous avez la parole, on vous écoute. Amos Bissimois, vous êtes en ligne? Il me semble qu'Amos Bissimois n'est pas en ligne, on pourra le retrouver plus tard. Alors, on va revenir à Kinshasa pour écouter l'honorable Bintou. Honorable Bintou Toumba, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur journaliste. Nous saluons d'excellence, monsieur le ministre, studio notre invité, ainsi que tous les millions d'auditeurs de la radio Patrick. Bon, mon intervention, c'est en rapport avec la mise en œuvre de l'accord de Washington. J'avais des petites questions que je voudrais que l'excellence puisse nous répondre. C'est vrai que le chef de l'État est d'accord pour les dialogues, mais pas n'importe quel dialogue. Puisque la RDC a déjà signé plus de 22 accords avec le Rwanda. Et l'accord de Washington est un énième accord qui peut être 23e ou 24e si j'ai une bonne mémoire. Mais je voudrais avoir des garanties par rapport à ce que la population congolaise se demande. Quelles sont les garanties que le gouvernement dispose que l'énième accord signé à Washington sera mis en œuvre par les Rwandais plus de 4 mois après? Et au cas où cet accord ne sera pas mis en œuvre, quel est le plan A, B, C et D du gouvernement pour contraindre les Rwandais à le mettre en application? Qu'est-ce que les États-Unis, nos partenaires, nous promettent pour mettre fin à cette histoire? Je ne pense pas que Kagame soit le plus goriace du monde entier, qui n'obtempère à aucune instruction du monde. Alors, si jusqu'à ce jour l'accord n'est pas appliqué, je pense qu'il faut activer les sanctions qui peuvent fléchir Kagame à appliquer l'accord et au retrait immédiat des troupes étrangères sur notre sol. Mais honorable, c'est pas l'accord n'est pas appliqué, mais il y a des avancées, mais qui ne sont pas des avancées significatives. Donc il faut absolument que les gens attendent qu'il y ait des avancées significatives pour que les choses puissent marcher rapidement, parce qu'il faut absolument qu'il y ait ce retour de paix 30 ans après à l'est du pays. Merci honorable Bintou. Monsieur le ministre va réagir par rapport à votre préoccupation. Merci d'avoir appelé depuis Kinshasa. On fait signe qu'Amos Bissimois est de nouveau en ligne. Amos, vous êtes là? Je suis en ligne, Marcel. On vous écoute, allez-y. Merci. Je tiens d'abord à saluer son Excellence et tous les auditrices et auditeurs de la radio Okapi. Au fait, moi je pense que par rapport au sujet d'aujourd'hui, tout le monde se pose des questions. Nous allons où? Et est-ce que nos dirigeants réfléchissent à la souffrance que traverse le peuple congolais aujourd'hui, et surtout nous qui vivons à l'Est?
Parce que c'est comme qui dirait, on est dans un film d'action. Et notre gouvernement, qui a la première mission régalienne de nous protéger, semble aussi être dans la même distraction. Parce que le ministre a dit, sans le Rwanda, le M23 n'existerait pas. Acceptons-le. Alors, si tel est le cas, quel fait notre gouvernement pour mettre fin à cela? Parce qu'on connaît qu'un gouvernement sérieux doit d'abord organiser ses services sécuritaires pour avoir une puissance de protéger son peuple, ses biens, mais aussi de protéger l'intégrité territoriale. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Et le ministre devrait d'ailleurs demander pardon au peuple congolais, surtout nous à l'Est, parce que le gouvernement nous a abandonnés à notre triste sort. Le Rwanda peut profiter de leur défaillance. Et c'est pourquoi nous continuons à souffrir. Je voudrais poser la question au ministre. Est-il d'accord que la manière dont un tailleur trouve quelqu'un et c'est de cette manière qu'il peut coudre son habit? Parce que ce soit l'accord de Washington, que ce soit l'accord de Doha, ces gens profitent de la défaillance du gouvernement congolais pour continuer à nous traiter de la manière dont on nous traite. Et c'est vraiment décevant. Amos, s'il vous plaît, quand vous parlez du défaillance du gouvernement, qu'est-ce que vous entendez par là, rapidement? Tout à fait. La défaillance du gouvernement congolais, d'abord, nous servit de sécurité. Aucun pays au monde ne peut pas organiser son armée pour défendre son pays. Nous sommes l'unique pays au monde. Et nous pensons que la sécurité des Congolais, de leur bien de l'intégrité territoriale, proviendra des accords. Aujourd'hui, nous sommes pour parler avec le Rwanda. Demain, si nous sommes avec le Rwanda, on a donné nos minéraux. Demain, si le Burundi nous attaque, si l'Afrique du Sud nous attaque, si la République centrafricaine nous attaque, on va encore revenir pour aller négocier. Pour le sens que nous sommes dans un régime défaillant. Et c'est ça qu'on profite. Je voulais citer en disant quoi? Oui. Je voulais profiter en disant la dernière question. Le même gouvernement, comment il est sur la table du dialogue, mais il continue à fâcher les acteurs concernés. C'est le cas de la condamnation de l'ancien président. Le gouvernement congolais, le ministre lui-même présent au studio, il ne cesse de dire c'est Kabila qui est le chef du M23. Acceptons-le. Alors, si tel est le cas, tout en dialoguant avec le M23 à Doha, tout en dialoguant avec le Rwanda à Washington, mais il continue à fâcher les acteurs. Et enfin, je dis, tant qu'il n'y aura pas de dialogue interne, que le ministre se trompe et il ne doit pas tromper le peuple congolais, il n'y aura pas de cas en RDC parce que... Voilà, merci Amos, merci Amos. Ici, moi, depuis à Bukavu, Maître Patrick Odia, vous êtes à Lubumbashi, on vous écoute. Bonjour à M. Mouyaya, le ministre, et tous les auditeurs de la radio. Je voudrais juste demander au ministre, je ne sais pas quel est l'état d'alerte dans lequel se trouvent les gouvernements actuellement. Parce qu'en voyant certains membres du gouvernement, nous avons l'impression que la question sécuritaire n'est pas au menu, n'est pas une priorité pour le gouvernement. On peut les sentir par le ministre Mouyaya et les autres, mais beaucoup d'autres ministres sont en totale distraction. Et nous, les peuples, nous les constatons. Je voudrais juste aborder cette question en vous disant, il n'y aura jamais la paix si réellement le gouvernement ne fait pas ses prérogatives ou ne remplit pas ses missions régaliennes également en menant des réformes structurelles ou les réformes sécuritaires notamment, en renforçant également la logistique et tout ce qui va avec dans l'ensemble du pays national. Dans ces moments-là, si on est en état de puissance également, on peut s'imposer, on peut également dialoguer parce qu'on sait que derrière nous, il y a une base arrière. Mais dès lors qu'on sait que derrière, il y a des trahisons, il y a de la mauvaise gouvernance au niveau interne, M. Mouyaya, ça ne sert à rien à pouvoir aller dialoguer Doha, à Angola, Nairobi, États-Unis au jour d'aujourd'hui, alors que vous nous avez induit en erreur, monsieur le ministre, et nous avons célébré ici que les Washington, le président Trump également, cette fois-ci, il devait y avoir la paix et tout ça. Mais 4 mois déjà passés, les guerres s'intensifient au niveau de Walungu, des Rutshuru et de l'autre côté, il y a des tueries, et comme si cela ne suffisait pas, même vous avez même semblé juste prioriser ne fût-ce que la question, j'allais dire, mettre juste l'accent sur la question des M23, tout en oubliant également qu'il y a des groupements
militaires également, du coup et autres, qui ont calciné des maisons et des personnes et des vies humaines également. Donc moi je pense qu'à mon avis, la solution serait de faire la pression sur les conseils de sécurité. Nous l'avons dit avant-hier avec le professeur Tuban Kalala, que vous connaissez, que la résolution 2773 reste une passe d'or pour la République démocratique du Congo de se faire respecter. Mais en attendant également, on peut aller au dialogue, mais tout en faisant également des réformes au niveau interne, monsieur Mouyaya. Je sais ce que je sais, et nous devons quitter la distraction. Et s'il y a des réformes qui sont initiées au niveau de l'armée également, je pense que l'armée va monter en puissance. Et de l'autre côté, il y aura la paix. Et l'armée ou le dialogue qui va se dérouler de l'autre côté sera équilibré. Mais dès lors que nous sommes en incapacité militaire et puissance également, M. Mouya, ça ne servira absolument à rien. Et c'est un échec et le peuple vous jugera. Voilà, merci à Maître Patrick Odia depuis le Bombashi. Avant de revenir à notre invité, je m'en vais lire quelques réactions rapidement sur la page Facebook de Parole aux auditeurs. Il y a Luc Kalapa qui nous écrit ceci. Le gouvernement de la RDC a approuvé à plusieurs reprises sa bonne volonté pour l'accord de Washington, l'acte d'engagement de Doha ciblé pour le retour de la paix. Ceux qui piétinent veulent ces accords sont plutôt les agresseurs et leurs supplétifs. Baraka Godefroy nous écrit depuis Utori. Les accords marquent quelques avancées diplomatiques par la création des mécanismes et des suivis. Mais sur le terrain, les combats se poursuivent et la confiance demeure fragile. Un dialogue national inclusif bien organisé pourrait offrir une voie durable vers la paix sans légitimer pour autant les agresseurs. Et voilà, vous avez été nombreux à réagir. On ne pourra pas lire toutes vos réactions, mais on pourra vous faire le condensé de toutes ces réactions que nous propose chaque fois Julie Fezabongo. Je reviens à mon invité, le ministre Patrick Mouyaya. Monsieur le ministre, vous avez suivi les réactions des autres, comment... Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, d'abord, je comprends l'impatience, je comprends la passion, je comprends aussi, en écoutant Amos, il cache mal ses opinions. Je comprends qu'il se situe, je comprends plus ou moins le camp dans lequel il se situe, mais qu'importe. Ici, il faut d'abord rappeler des choses. Les derniers intervenants, Monsieur Odia, a dit que le gouvernement était dans la distraction. Je crains de lui dire qu'il n'est pas informé. Et c'est bien dommage, justement, parce que lorsque j'écoute toutes ces réactions, évidemment, nous encaissons, nous assumons notre part de responsabilité, mais j'invite justement ces Congolais, s'ils sont de bonne foi, de regarder d'où on vient. De regarder d'où on vient, à quel moment cette maladie a commencé de la guerre avec le Rwanda, quelle a été la part des responsabilités de ceux qui étaient là avant nous, et c'est que nous avons commencé à faire. Pour vous dire, depuis que le président Tshisekedi est arrivé aux responsabilités, on n'a jamais autant investi dans l'armée. Mais de quelle armée il a hérité? Parlons peu, parlons bien. Tous les chefs d'état-major qui se sont succédés, où les a-t-il trouvés? Étaient-ils déjà là ou pas? Il ne faut pas oublier que le président a hérité d'une armée qui devait faire face à des défis sur tous les plans, du point de vue formation, du point de vue équipement, du point de vue de l'existence même des structures opérationnelles et pleinement fonctionnelles de l'armée. Je pense qu'il y a beaucoup d'ignorance aussi dans ce que les gens disent. Nous notons que bien au-delà du constat que nous avons fait en arrivant, nous avons travaillé et depuis décembre 2022, après plus de 18 ans, nous avons obtenu, grâce à la diplomatie du président Tshisekedi, la levée des embargos. De l'embargo sur les armes. On n'était même pas officiellement en mesure d'acquérir des armes comme État. Mais toutes ces choses-là, c'est des choses dont on a hérité. Et donc aujourd'hui, nous considérons que nous sommes dans une dynamique positive. Mais pourquoi pensez-vous alors que le Rwanda nous fait la guerre? Qui a commencé cette guerre d'agression? C'est qui? C'est pas le Rwanda? Et pourquoi pensez-vous, on n'en parle pas souvent, pourquoi pensez-vous que les Rwandais cachent leurs morts? N'avez-vous pas lu le rapport de Human Rights Watch sur des cimetières? N'avez pas vu les reportages de la NBC, la télévision américaine, sur toutes ces morts dissimulées? On ne va pas venir faire le bilan ici. Jamais les Rwandais n'ont perdu autant de militaires dans une guerre au Congo.
C'est parce qu'ils vivent dans l'omerta. Alors cessez nous-mêmes de nous auto-flageller. Apprécions le sacrifice de nos militaires. Et que les défis que nous connaissons aujourd'hui, ce n'est pas des défis liés au président, c'est des défis liés à l'existence même du pays. Et aujourd'hui, les travaux du président de la République consistent justement à rendre la tâche plus facile aux générations futures. Mais c'est pour ça que nous n'avons pas, nous, voulu des compromissions comme sur les régimes précédents. On pouvait être compromis, en faire un compromis, bon, continuez à piller, à prendre de ressources, maintenez votre zone d'influence dans l'Est de la RDC, et pour le reste, on ferme les yeux. Mais c'est pas de ça dont on a besoin. Oui. Je veux revenir maintenant sur un certain nombre des questions qui ont été posées. Et je vais inviter justement tous ceux qui nous suivent. Oui. Il y a l'accord de Washington. Il y a la déclaration de principe de Doha. Il y a la résolution 2773. Il y a plusieurs actes pertinents de l'Union africaine des Nations Unies. L'accord de Washington ne devrait pas être lu de manière isolée. Qu'est-ce qu'on retient, nous, de la résolution 2773 ? On parle de retrait de troupes rwandaises. On en parle aussi ici. N'oubliez pas, quand on parle du CONOPS, qui est aussi repris dans la résolution 2773, le CONOPS, il fait partie intégrante de l'accord. Le CONOPS, c'est où ? C'est Luanda. Le document de l'accord de Washington est un résumé de toutes ces initiatives, parce qu'il y a une question principale ici, c'est qu'il y a une agression, il doit y avoir retrait des troupes rwandaises, et il doit y avoir à notre niveau comment nous donnons, quelle est la réponse qu'on donne aux préoccupations sécuritaires du Rwanda. Nous en sommes là. Au bout de 4 mois, je comprends la ferveur, l'enthousiasme venu du fait de l'implication américaine, c'est une question complexe, et les processus continuent, et nous sommes sûrs que la voie que nous avons prise, nous allons arriver. Parce qu'il y a une question qui est revenue, si on avait un plan A, un plan B, ou des questions de ce genre. N'oubliez pas, Marcel, on a déjà eu l'occasion de l'expliquer. Cette guerre, nous l'abordons sur 5 fronts. Nous avons un front militaire, un front diplomatique, un front économique, un front judiciaire et un front médiatique. Au moment où nous parlons, parce qu'on a commencé à discuter, les militaires est mis en retrait. Mais ceci ne nous empêche pas, à travers nos forces, de s'assurer que nous protégeons nos populations. Parce que nous connaissons les idées des envahisseurs. Monsieur le ministre, nous sommes au plan diplomatique avec Doha et Washington. Nous sommes sur les fronts économiques qui passera par les cas d'intégration régionale. Parce qu'en réalité, Marcel, lorsqu'on arrivera au cadre d'intégration économique régionale, la première chose qu'on va faire, c'est de tuer tous les réseaux de trafic illicites qui fait profiter au Rwanda des minerais de la RDC. Sur le front judiciaire, n'oubliez pas, hier encore, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont suivi, il y a une nomination des 3 membres de la commission d'enquête. Pour la première fois depuis 30 ans, on aura une commission d'enquête sur les crimes commis dans les provinces du Kivu. Progrès sur le plan judiciaire et du droit humain. S'il faut qu'on parle sur le front médiatique, mais nous sommes là pour expliquer, et à travers Congolais Téléba, pour demander aux Congolais de se mobiliser, parce qu'en réalité, c'est grave de penser que le conflit en cours ne concerne que le gouvernement et les présidents. Et parallèlement à cela, je vais terminer par là. Rapidement, parce que notre ami parlait des réformes, mais s'il faut faire une petite parenthèse, depuis 2019 jusqu'en 2025, on n'a jamais raté une revue avec le Fonds monétaire international. Pourquoi ? Parce que nous gérons bien les ressources que nous avons. Nous bénéficions des appuis budgétaires et jamais on n'a eu autant de projets qui sont venus de la Banque mondiale. Et donc, si nous n'avions pas cette guerre, nous aurions davantage fait de progrès, parce que l'argent investi dans cette guerre, c'est l'argent qui aurait pu servir à améliorer la qualité de nos routes, de la desserte agricole, et toutes ces questions que nous sommes en train de traiter en même temps que nous traitons la question de la guerre. Le peuple congolais doit continuer à faire confiance à son gouvernement pour ce qui est de la crise à l'est de la RDC. Évidemment. Voilà, je m'en vais lire rapidement des réactions, ces condensés des réactions que nous propose Julie Feza Bongonda. Les réactions favorables, ils estiment que les accords et les processus offrent un cadre utile à la paix à condition de renforcer la transparence
transparence, l'implication locale et la compétitivité économique. Une action cohérente, la bonne volonté diplomatique et la participation citoyenne sont nécessaires. C'est ce que pense Luc Kalapa, Blaise Diatoubou, Mouepou Carver, Baraka Godefroy, Emina Mwanda, Carlos Mounioka, Modeste Biembe. Les réactions défavorables dénoncent l'inefficacité actuelle, le manque de résultats, mauvaise foi des partis, instrumentalisation politique, violation réitérée des clauses d'absence de confiance et de dialogue sincère où prévalent intérêts partisans, cynisme et lassitude populaire. C'est ce que pense Anatole Mouye-Chirois, Christian Kassessé, Jérémy Mwamba, Christophe Kalagua, Michel Condé, Roger Marcel, Jérôme Kassola, Marie-Paul Awa, Aspik Fundi, Quasimoto et Luc Emmanuel. Les réactions neutres insistent sur la nécessité d'une approche inclusive et patriotique, excluant les compromis avec les groupes armés et ressentent le débat sur la souveraineté nationale et la mobilisation des Congolais. C'est l'avis des Sylvain Gonoff, Samuel Kissé-Lekwa et Jeff Wassewe Nava. Alors, on va rapidement prendre deux auditeurs pour conclure, avant de conclure avec notre invité. Sylvain Gonoff, on est presque à la fin. Vous avez 1 minute pour réagir. Ça serait également le cas pour Maître Omar Kigalo. Sylvain, vous avez la parole rapidement pour 1 minute. Bien, merci. Mon frère Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, je vous salue, je vous encourage à avancer dans cet élan. Moi, je dis qu'il nous faut un front commun, le front commun des vrais patriotes. Ce n'est pas le moment de division, il faut aller au dialogue. Monsieur Patrick Mouyaya, je vous invite le vendredi, vous aurez le conseil des ministres, dites au président de la République qu'il convoque les Congolais autour d'une table pour que nous parlions. Je m'arrête là, monsieur Marcel. Voilà, merci Sylvain Gonoff. Depuis, malgré le tout dernier, c'est Omar Kigalo qui nous appelle depuis Kinshasa. Maître Omar Kigalo, vous avez la parole pour 1 minute aussi. Allez-y, on vous écoute. Merci, monsieur Marcel, du vote que vous m'adjugez. Je salue le ministre pour sa pertinence. Je ne suis pas d'accord lorsqu'il traite les Congolais qui réfléchissent de l'autre bord par rapport à leurs réflexions. Nous aimons tous le Congo, monsieur le ministre, mais nos approches diffèrent. Votre travail, c'est de défendre le gouvernement. Nous, c'est d'apprécier ce qui est bien fait et de critiquer ce qui est mal fait. Vous n'avez pas à traiter les Congolais qui disent autre chose. Et là, nous avons applaudi, j'ai fini par là, les 2 accords. Aujourd'hui, nous devons avoir le courage de dire la vérité. C'est un échec. Les bilans est négatif. Les causes sont connues. Premièrement, l'absence de volonté des États partis. Le Rwanda qui ne veut pas retirer ses troupes et la RDC qui continue à une simple répertoire diplomatique. Il faut donc, pour finir, se débarrasser des États-Unis qui font une politique cosmétique. Pour attaquer l'Iran en défendant l'Israël, les États-Unis n'ont pas eu besoin d'accord. Ils l'ont fait directement. Donc, nous devons d'abord compter sur nous-mêmes à travers un dialogue franc. Nous devons organiser notre armée et avoir une diplomatie d'action directe et non des simples représentations. Nous aimons le Congo, nous voulons la paix, mais accepter aussi les points de vue des autres. C'est ça aussi la démocratie. Voilà, merci Maître Omar Kigalo. Depuis Kinshasa, Monsieur le ministre, vous avez la parole. Et ça sera votre conclusion. J'écoute ce que Maître dit. J'ai pas envie d'en rigoler parce que nous en sommes dans cette situation, y compris parce que des Congolais sont des traîtres. Le Rwandais, lorsqu'ils viennent, je n'ai pas envie de rappeler toutes les aventures rwandaises en RDC. Pourquoi vous voulez qu'on ne le mentionne pas lorsque nous-mêmes nous faisons l'ouverture à ce qui nous fragilise? C'est aussi ça le problème que nous avons. On ne peut pas se dire patriote le matin et le soir faire les jeux de l'ennemi. On ne peut pas aujourd'hui venir... Vous savez, il faut regarder un peu ce qui se passe au Rwanda. Nous avons la démocratie chez nous, où nous sommes dans une émission, on nous critique. Et nous entendons la critique. Et ceux qui nous critiquent ne veulent pas être critiqués parce qu'il est aussi de notre droit, et maître, vous devez le noter, d'attendre de nos compatriotes une certaine attitude par rapport à la gravité de la situation que nous connaissons. Les gens doivent s'informer de manière détaillée sur la situation du pays. Les gens doivent savoir d'où le pays vient, où nous sommes et où nous devons aller. C'est aussi cela, le patriotisme. Au Rwanda, il n'existe pas de voix dissonante. Au Rwanda, même les deuils des militaires qui meurent au front, il ne s'est fait pas. Vous avez vu les obsèques que nous avons réservés au général Chirimwami et au colonel Rugabisha. Donc, regardons-nous dans les yeux. Dialoguer, oui, le président n'a pas dit non.
Mais est-ce quand on vient dialoguer avec ceux qui, pendant les dialogues, vont commencer à faire le rapport à ceux qui nous agressent? Quand on va dialoguer, on doit commencer par reconnaître qu'il y a une crise sécuritaire, qu'il y a une agression, qu'il y a une partie du territoire qui est occupée par les agresseurs et du fait de la complicité de certains Congolais. C'est aussi cela le problème. Alors moi je veux bien qu'on nous critique, nous faisons notre part. Au moins nous aurons l'avantage, au terme de ces processus, d'apporter une réponse durable. Jamais on a obtenu, et ça on ne les mentionne jamais assez, une telle implication du gouvernement américain. Si le président rwandais était de bonne foi, mais on aurait déjà fini cette guerre à Luanda. Voilà, au contraire. C'est pour ça qu'ici, il faut savoir, et ne pensez pas que parce que nous sommes dans un processus diplomatique, que nos militaires ou que le ministère de la Défense croisent les doigts. Pas du tout. Nous connaissons ceux qui sont autour de nous et nous savons ce que nous devons faire. Pendant qu'ils parlent, mais nous avons des opérations en Ituri, nous avons des opérations dans les Grands Nord, nous avons des opérations dans la périphérie de Kinshasa. Et donc c'est important pour nos compatriotes de bien s'informer. Parce que les questions aujourd'hui, lorsque je dis que cette guerre n'est pas la guerre faite au président, c'est la guerre qui est faite à tout le monde. Parce que le moyen public qui sont engagés pour cette guerre, les militaires qui payent de leur sacrifice, c'est des enfants qui viennent des familles, pour leur sacrifice et pour leur honneur. Et donc tous les Congolais, aujourd'hui l'occasion d'ailleurs de rendre hommage à tous les Congolais qui résistent dans les territoires sous occupation. Ce n'est pas parce que nous avons de fragilité que ces fragilités vont demeurer à jamais. Voilà. Et donc là, je termine parce que c'est une exhortation. J'entends souvent de gens le dire. Les dialogues ne vont en rien régler les problèmes de fond. Si dans nos cœurs, nous restons, pour certains, complices de ceux qui peuvent nous agresser demain. Et c'est évident qu'il faut que nous ayons l'occasion de discuter. Personne n'a dit non. Mais si nous devons discuter, on doit discuter y compris pour que les Congolais ne prêtent plus les flancs à des aventuriers qui viennent des pays voisins pour nous diviser et nous séparer. Voilà, merci beaucoup Patrick Mouyaya Katemboui. Je rappelle que vous êtes ministre de la Communication et des Médias et porte-parole du gouvernement. C'est un réel plaisir pour nous de vous avoir dans ce studio. On espère vous retrouver prochainement. Merci beaucoup. Et voilà, fin de ce numéro de Parole aux auditeurs de Séjour. Merci à toutes. Kinshasa, le bulletin d'information. À conférence. Ok, allons-y. DEPS